Bonjour, bienvenue Bonjour. sur ce 5e plateau de la journée, Bonjour. toujours en direct de la fête du miel à Mouansartou. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un petit tour de présentation. Je vous en prie, bonjour. Bonjour, Jean-Louis Lothar, donc apiculteur professionnel dans le pays de Grasse. Je suis président du syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud, le syndicat professionnel qui gère l'IGP Miel de Provence, l'indication géographique protégée miel de Provence, les labels rouges. Donc c'est le syndicat qui s'occupe en fait de la qualité des miels de Provence. À ce titre, j'organise pas tout seul bien entendu, avec la ville de Mouansartou et tous les partenaires du milieu professionnel de l'apiculture, cette 19e fête du miel de Mouansartou, qui a donc pour but d'essayer de faire connaître notre métier, tirer la qualité vers le haut si on le peut, faire parler de nous, quoi, tout simplement, dans les meilleurs termes. Écoutez, ravi de vous accueillir, merci. Bonjour. Bonjour, Gilles Broyer, je suis formateur au CFPPA de Hyères. C'est une structure qui forme des apiculteurs ou des jeunes ou moins jeunes qui veulent s'installer dans le métier d'apiculture. Et parallèlement à ça, je suis président du groupement de défense sanitaire apicole dans le Var. Super, écoutez, deux invités intéressants pour parler du métier de l'apiculteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le métier de l'apiculteur, quel est votre quotidien, que réalisez-vous au jour le jour, pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre comment le miel se fabrique et vos interactions avec les abeilles? Alors, d'abord, il faut qu'on ait en tête qu'il n'y a pas une apiculture, mais des apicultures différentes selon les régions où l'on habite, que ce soit en France ou dans le monde d'ailleurs. L'apiculture va dépendre du milieu dans lequel on va évoluer, du milieu naturel dans lequel on va déplacer nos abeilles, essayer de récolter du miel, etc. Donc nous, là, on va parler de l'apiculture provençale, puisque la fête du miel de Mouansartou, c'est le grand rendez-vous de l'apiculture provençale. On a fixé ça tous les derniers dimanches d'avril. Mais donc on est sur une apiculture qui a une typicité qui est liée à la fois à son histoire, au type de fleurs que l'on rencontre en Provence, de la mer jusqu'à la haute montagne, en passant par les plateaux de Haute-Provence, par la garrigue, par le maquis, par la forêt. Voilà, et donc on a un type d'apiculture qui est adapté à ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce qu'il faut bien comprendre que bien évidemment, l'apiculteur qui travaille par exemple dans le Gers, sur des cultures de colza, tournesol, avec du maïs à côté, etc., n'a pas du tout les mêmes préoccupations. On est tous les deux apiculteurs professionnels par exemple, mais on ne va pas travailler de la même façon, notre quotidien diffère, nos problèmes d'ailleurs peuvent différer, et la qualité des miels sera différente aussi, en fait, etc. Je pourrais le dire aussi pour l'apiculteur de haute montagne, pour l'apiculteur corse, pour l'apiculteur dans les Vosges, enfin voilà. On est ici en Provence, donc on va parler de l'apiculture provençale. D'accord. Et une journée type, si elle existe, à quoi correspond-elle? Comment s'organise votre journée, votre semaine, vos mois Voilà, alors l'année en fait est divisée en des périodes qui sont assez différentes quand même les unes des autres, donc il n'y a pas de journée type. Il peut y avoir une journée type à un moment donné, par exemple au printemps, au moment où par exemple les ruches ont envie d'essaimer, on va avoir des façons de travailler sur les ruches qui vont se retrouver d'une année sur l'autre. Mais après c'est une période une fois qu'on aura passé cette période-là, on va rentrer dans une période qui sera par exemple la transhumance des ruches, ça sera encore autre chose. En plein été sur les lavandes, on sera encore dans un autre type d'activité. L'automne, on a d'autres préoccupations. Enfin voilà, donc tout va dépendre. Il n'y a pas une journée type, il y a en fait des saisons. Et ces saisons impliquent un certain nombre de travaux obligatoires si on veut réussir déjà à mener un cheptel, donc à mener un nombre de ruches conséquent en bon état, pour qu'elles soient capables ensuite de produire. Alors l'essentiel des apiculteurs que vous avez en Provence d'ailleurs vivent de la production de miel. Miel, je mets un S, c'est pas un miel, c'est des miels différents les uns des autres. Mais vous avez aussi des apiculteurs qui vivent de la production de pollen. C'est souvent complémentaire au miel d'ailleurs. Vous avez quelques personnes, elles ne sont pas très nombreuses, qui pratiquent aussi la production de gelée royale. Vous avez quelques autres personnes aussi pas très nombreuses non plus, mais qui produisent des essaims, qui vendent des reines, qui vendent des abeilles. Voilà, donc tout va dépendre à la fois du choix qu'on fait sur son exploitation, quel type de production, de la saison, et je dirais même du lieu où on habite. Parce que celui qui vit en montagne et qui descend pour visiter ces ruches qu'il a mis en hivernage sur la côte varoise par exemple, ou sur la côte des Alpes-Maritimes au chaud pendant l'hiver, ne va pas avoir le même quotidien que celui qui au contraire vit proche de la mer, proche des zones chaudes pendant l'hiver, et qui ensuite va au contraire déplacer ses ruches vers la montagne, donc sera sur un schéma inverse. C'est compliqué, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas une journée type, il n'y a pas une saison type non plus. Simplement, il y aura des adaptations qu'il faudra faire en fonction de la situation géographique et des objectifs qu'on s'est donnés de production.
D'accord, je vous remercie. Alors peut-être pour comprendre un peu les tâches de l'apiculteur, c'est intéressant d'aller voir du côté de la formation. Voilà, on prend conscience de la diversité de votre métier. Comment se forme-t-on au métier de l'apiculteur aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs manières de se former, hein. La formation de base, elle est enseignée dans les lycées agricoles par l'intermédiaire d'un diplôme. Un diplôme, c'est un BP qui est pratiqué, donc c'est 1200 heures en centre, c'est 156 heures en entreprise. À partir de là, il y a des modules qu'il faut acquérir. Et lorsqu'on a tous ces modules-là, donc on est diplômé. Donc cette formation se passe sur 10 mois. Voilà, un an en centre agricole. Donc il y a ces formations-là qui sont diplômantes. Par ailleurs aussi, vous pouvez aller travailler dans des structures comme celle de Jean-Louis notamment. Et donc, il peut y avoir une intermittence de formation entre les structures de métiers et ensuite les structures scolaires ou professionnalisantes à travers les lycées. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour devenir apiculteur, il faut être titulaire d'un diplôme ou on peut être apiculteur professionnel en ayant fait l'objet d'un compagnonnage ou d'un accompagnement par un apiculteur? Vous avez toutes les façons de faire. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, un jeune qui aura moins de 40 ans et qui veut s'installer en demandant les aides de jeunes agriculteurs, lui, il faudra qu'il soit diplômé. D'accord. En revanche, vous pouvez vous installer demain avec quelques années de pratique en tant qu'agriculteur. Seulement, à partir de ce moment-là, vous ne serez pas prioritaire pour l'obtention de terrain ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours il vaut mieux passer par une formation diplômante, puisque là, il y a des notions de comptabilité, gestion, botanique, biologie, anatomie de l'abeille qui vous seront enseignées pendant tout ce parcours. D'accord. Vous avez évoqué l'agriculture, on sait combien l'agriculture aujourd'hui souffre. Qu'en est-il de l'apiculture? Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que l'évolution du métier rend son exercice plus difficile, que vous avez des difficultés particulières, ici en particulier en région provençale? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a de toute façon un lien étroit entre l'apiculture et les préoccupations qu'on a nous en tant qu'apiculteurs, et l'agriculture telle qu'elle est pratiquée autour de nous. C'est évident que nous sommes dépendants de l'évolution de l'agriculture. Je vous donne un exemple. Par exemple, on travaille beaucoup nous sur les lavandes. À partir de la mi-juin, on emmène beaucoup de ruches pour faire du miel sur les plateaux de Haute-Provence. Et ces lavandes-là, en fait, sont cultivées. C'est une activité agricole en tant que telle. C'est même une grande culture qui est cultivée sur les plateaux d'Albion, plateaux de Valençol. Vous en avez aussi dans la Drôme provençale. Enfin voilà, des grandes surfaces comme ça de lavande qui nous permettent ensuite donc, de produire d'ailleurs un miel qui est tout à fait excellent. Et il faudra quand même qu'on en dise un mot parce que c'est le fleuron de l'apiculture provençale qui nous fait vivre. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette activité qui est conduite en fait par des agriculteurs spécialisés que sont les lavandiculteurs a évolué dans le temps. Autrefois, par exemple, les lavandiculteurs, je remonte là simplement à la fin même au début des années 80, il y a 30 ans, disons à peu près, quoi. On pouvait considérer qu'on avait encore des fleurs disponibles pour les abeilles jusqu'à largement la fin juillet, quelquefois même début août. Aujourd'hui, leurs pratiques de culture et leurs pratiques de coupe font que, par exemple, ils coupent les lavandes à début juillet, à partir de la première semaine de juillet, on commence à voir les champs qui sont coupés pour des raisons qui sont techniques et qui les concernent eux. Ça a forcément une incidence pour nous, ça veut dire que les abeilles ont beaucoup moins de fleurs disponibles pendant moins longtemps, et nous sommes obligés de subir, et donc de suivre cet effet des choses, quoi. Voilà. C'est un exemple d'évolution de l'agriculture, mais il peut y en avoir d'autres. Quand les pâturages, par exemple, sont abandonnés et qu'il n'y a plus de fauche, les foins ne sont pas renouvelés en montagne, et vous avez une flore moins riche. Et ça, c'est typiquement lié à une évolution de l'agriculture. Tant que vous aviez des prés de fauche, des agriculteurs qui avaient besoin et envie de continuer à faucher, ça créait ce renouvellement de la flore. À partir du moment où ils ne fauchent plus, les prairies, soit le milieu se referme, la forêt gagne, soit les prairies sont ensuite mangées directement par les moutons sans avoir été fauchées, mais beaucoup plus tôt. Donc il n'y a plus de fleurs. Voilà, c'est encore un exemple, alors là, qui est une fois de plus malheureusement négatif, où l'agriculture nous impacte, c'est-à-dire quelque part on est obligé de subir une évolution de l'agriculture. Voilà, ça c'est un lien très étroit. Alors, est-ce que l'apiculture elle-même a évolué? Oui, déjà par le fait qu'il faut qu'on s'adapte à ça, par le fait que quand même, c'est un métier très 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 technique, je crois que ça a déjà été un petit peu évoqué, Gilles l'a dit, il faut avoir des notions, c'est un métier qui comporte de très nombreux aspects techniques, je crois qu'on le sous-estime vraiment, et donc forcément, comme toute activité humaine, je veux dire, oui, on se modernise quand même. Alors on essaye de se moderniser en gardant le cap
de la qualité maximale, ça c'est clair. Hein, mais quelque part, il y a des choses quand même qui évoluent dans les techniques d'élevage de rennes, dans les techniques même d'extraction du miel. Les machines qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas les machines qu'on utilisait il y a 30-40 ans en arrière. Enfin voilà, donc tout ça, ça évolue. Ça serait laborieux et pas très intéressant de rentrer dans les détails, mais oui, forcément, c'est un métier qui a tendance à se moderniser. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les exploitations professionnelles, là je parle vraiment de l'apiculture professionnelle, ont tendance à avoir peut-être un petit peu plus de ruches que ce qu'on a connu, en particulier années 70, années 80. Voilà, donc Quand vous dites un peu plus de ruches, dans votre cas, combien de ruches avez-vous? Dans mon cas, je suis très atypique, moi, donc c'est peut-être pas un bon exemple. Nous, moi, je travaille à peu près 800 ruches, mais par contre avec beaucoup de personnel, ce qui rend la chose très compliquée à calculer comme ça. Donc c'est atypique. Mais enfin, on considère, et là Gilles peut me donner un avis, mais on considère que pour vivre de la production de miel, en gelée royale, c'est différent, ou en élevage, c'est encore autre chose. Mais pour vivre de la production de miel, grosso modo, il faut quand même, on a toujours dit, il faut à peu près 400 ruches pour 400 ruches, d'accord, oui, c'est considérable. À sortir un revenu. Alors dans mon cas, vous m'avez posé la question, je peux y répondre. Ce qui est atypique, c'est que je n'ai que 2 fois 400 ruches, mais qu'on n'est pas seulement 2 sur l'exploitation. D'accord. Moi compris, on est 6. Donc c'est beaucoup, ça veut dire qu'il faut être très performant. J'imagine, voilà. oui. Et donc c'est très compliqué, quoi. C'est toujours très tendu au niveau financier, au niveau tout, c'est un peu trop tendu, voilà. Mais c'est peut-être parce que je veux faire trop de choses. Un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans l'apiculture, il doit se préparer à déployer 400 ruches dans un territoire donné. Oui, 400 ruches, c'est pas un chiffre qui est donné au hasard aussi. C'est aussi 400 ruches, ça correspond à la surface minimale d'installation. En viticulture, on dirait que dans tel ou tel terroir, il faut 7, 10, 15 hectares pour s'installer et en vivre. D'accord. En apiculture, aujourd'hui, le chiffre est donné en France métropolitaine est de 400 ruches. Donc à 400 ruches, on estime faire vivre une famille là-dessous, quoi. D'accord. Voilà. Et pour qu'on se représente un petit peu ce que ça représente en termes de production, 400 ruches, ça donne combien de miel? D'année en année, très variable. Très variable. C'est très variable d'une année. Vous voyez, là, on sort d'une année apicole qui a été très très compliquée. Hein. En raison de la météo. En raison de la météo, en raison de la saisonnalité, donc qui était plus ou moins favorable. Donc voilà, il y a des variations qui peuvent être énormes en fonction du type de production aussi. Vous avez des variations sur les exploitations qui peuvent être énormes. Voilà. On peut peut-être donner quelques chiffres sans prendre de grands risques, on peut s'avancer pour dire déjà que par exemple c'est une des rares productions, peut-être la seule production agricole que je connaisse, où il est normal, même si c'est pas agréable, de ne rien faire. C'est-à-dire que vous mettez en production des ruches, vous transhumez, vous faites le travail, vous avez investi, vous avez loué l'emplacement, vous avez avec votre ouvrier déplacé les ruches, vous avez mis tout en place, les ruches sont belles, vous arrivez sur la floraison qui démarre, et pour des raisons climatiques, ça ne marche pas du tout et vous repartez, vous n'avez absolument pas fait de miel. Ça, en agriculture, ça n'existe quasiment pas. Si vous plantez du blé, à part s'il y a la grêle, vous allez peut-être dire cette année, oui, il y a moins de quintaux de blé, mais enfin, il y en a quand même. Tout à fait. C'est pas zéro. En apiculture, c'est quasiment normal qu'on ait comme ça, on transhume, on va essayer de produire tel miel et à la sortie, il n'y a rien. Donc ça va de zéro à, pour d'excellentes récoltes, mais là on parle de cas très particuliers, hein, je veux dire, on va peut-être pouvoir faire 40-50 kilos la ruche. D'accord. Mais c'est très rare. Et entre les deux, vous avez toutes les possibilités, voilà, tous les paliers. Bon, on va dire qu'en Provence, avec des miels de très bonne qualité, qu'on valorise quand même assez bien, bon, même sans les vendre très très cher, ils sont quand même assez bien vendus. Il faut quand même essayer de ne pas trop descendre en dessous de 30 kg la ruche pour un professionnel, parce que sinon ça devient difficile de vivre. Le chiffre moyen qui est donné dans le tiers sud de la France, hormis les productions de miel de grande culture, le rendement c'est 29 kg à la ruche. 29 kg à la ruche. Je suis pas très loin. Ouais, tout à fait. Ah. Est-ce qu'il existe une concurrence importante sur le marché du miel et quelle est l'économie du miel? Parce que vous avez expliqué un petit peu le fonctionnement, votre quotidien, la production de miel, mais on imagine assez mal l'ensemble des circuits économiques gravitant autour du miel. Alors, avant que Jean-Louis prenne la parole pour compléter, ce qu'il faut savoir en termes de chiffres, c'est que la France, c'est 40 000 tonnes de miel par an. Les Français mangent 40 000 tonnes de miel par an. La production française, elle oscille entre 15 000 et 20 000 tonnes. Vraisemblablement, les derniers chiffres de l'année passée, c'est aux alentours de 17 000 tonnes. Donc ce qui fait que si on prend une moyenne à 17 000 tonnes, ce qui fait que ça vous fait 23 000 tonnes de miel d'importation par an. Aujourd'hui, tout producteur français, tout apiculteur français qui aurait du miel à vendre, il n'y a presque pas de concurrence.
Bien sûr, il faut toujours être présent sur le marché. Bien sûr, il y a une politique commerciale à mener au sein de son propre terroir, de manière à ce que son miel soit toujours valorisé, soit toujours bien placé. C'est le travail que le fait le syndicat du miel de Provence. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire à un jeune, c'est que s'il veut se lancer en apiculture, il aura pas ou peu de mal à vendre son miel. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. Il y a une vraie demande et aujourd'hui, la production locale n'arrive même pas à satisfaire 50% de cette demande. Je confirme complètement que notre véritable problème, c'est de produire des volumes suffisants, bien entendu avec la qualité Tout à fait. qu'il faut, mais c'est vraiment ça la question, c'est pas de vendre, parce qu'on refuse en fait des clients tout le temps, on est tout le temps en train de refuser des marchés à l'export, des marchés, récemment j'ai refusé des marchés en Italie, des marchés en Espagne, des marchés en Allemagne. Vous écoulez l'entièreté de votre production en France? Ah oui, là on s'est complètement recentré sur la Côte d'Azur, parce que ça sert à rien, je veux dire, on a de toute façon pas assez de miel pour, voilà, on a une boutique à Paris, mais ça compte pas. De toute façon le problème n'est pas là. Le problème, c'est vraiment produire. Si on produit, aujourd'hui, un jeune qui s'installe, qui n'a pas encore de clients, il n'y a aucun souci. Au pire, il rentre dans une coop. Enfin, au pire, c'est d'ailleurs pas un pire. C'est une très bonne solution. C'est un pire qui est très bien. J'allais dire donc, il peut aussi choisir cette solution-là. C'est je ne vendrai pas mon miel en pot. Je vends une coopérative. La coopérative a des débouchés bien plus qu'elle n'est capable d'en fournir. Donc on est sur une vraie filière d'avenir. Oui, voilà. Et en plus, il faut réagir en termes de filière. Attention. C'est-à-dire que dans la filière, aujourd'hui, il faut comprendre les producteurs, il faut comprendre les conditionneurs, ceux qui vont écouler le miel. Aujourd'hui, il est très important que les conditionneurs qui vendent ce miel, et dans les conditionneurs, on a aussi les apiculteurs, mais il faut bien sûr privilégier la vente sur le marché français. Parce que demain, quand un apiculteur, quand un conditionneur a mis 5 ans pour mettre en place un marché, lui, il faut qu'il ait en permanence du miel. Parce que sinon, ce marché-là, il s'écroule. Et donc, c'est tout à une filière à entretenir, à tous les niveaux. D'accord. Personne ne peut travailler sans. C'est très inconfortable en fait de ne pas produire assez. Quelque part, on est toujours sur le fil du rasoir et avec la menace quelque part, pour le coup, parce que votre question au départ c'était est-ce que c'est un marché très concurrentiel? Par quoi est-on concurrencé? Bien entendu qu'on a la concurrence en particulier de la Chine. Premier gros distributeur de miel au niveau mondial. D'accord. Avec des miels d'une qualité plus que douteuse, souvent même frauduleuse carrément. Bon, pas tout, mais une bonne partie l'est. Bon, voilà. Donc, on sait très bien que si on laisse la place complètement libre, si on n'est pas là, si on n'est pas présent, si on ne tient pas justement ce fil auprès des distributeurs, auprès même tout simplement des grandes surfaces, parce que beaucoup de gens font quand même leurs courses en grande surface. Tout à fait. Et c'est important que dans ces endroits-là, on trouve des miels de qualité. Aujourd'hui, on est sur un marché particulier qui est la fête du miel de Montsartou. Vous pouvez acheter en direct auprès des producteurs, mais la plupart du temps, les courses se font où? Elles se font évidemment même dans les grandes surfaces. Sûr. Donc il faut trouver dans ces endroits-là des miels de grande qualité, des miels de Provence, si possible des miels certifiés, IGP, Label Rouge, etc. Et là, on sait que si on arrive à tenir ce fil-là, on ne pourra pas lutter. C'est pas ça qui permettra d'empêcher les importations, mais au moins on aura quand même à côté de ces importations-là, on donnera le choix. Une alternative. On de donnera qualité. le choix, voilà. Alors ça sera un petit peu plus cher, mais c'est tellement mieux en termes de qualité que bon, quand même, c'est indispensable. Le jour où on disparaît du paysage, là, il faudra vraiment s'inquiéter. Ça veut dire qu'il y aura une masse très importante de quelque chose qu'on va appeler miel, qui n'en sera pas toujours en plus, et qui risque surtout, moi ce que je trouve extrêmement grave, c'est en termes de goût, de décourager. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vraiment mangé de miel dans sa vie, c'était pas dans la culture familiale. On a servi de la confiture bonne maman le matin, enfin peu importe, voilà, il mangeait pas du miel. Il démarrerait par un produit de faible qualité et il serait dégoûté. Voilà, j'entends parler du miel, il achète un pot au hasard comme ça, il tombe sur un miel de basse qualité, ça peut arriver tous les jours, il achète Leader Price ou peu importe la marque, Tout à fait. Il achète un pot et c'est pas bon, ça n'a pas de goût, il n'y a pas de longueur, il n'y a rien, ça n'a aucun intérêt gustatif. Sur le plan alimentaire, on pourra en parler aussi. Voilà, c'est fini. On perd ce lien très important entre l'homme, le goût, enfin voilà, quelque part, nous on a besoin, il faut absolument qu'on continue à être là, tout à fait, pour arriver à mettre à disposition de tout le monde des produits qui ont vraiment une histoire. On arrive au terme de ce plateau, peut-être une dernière question, on a compris, grâce à vos interventions, je vous en remercie, on a mieux compris l'univers de l'apiculteur. Que pourrions-nous dire à un jeune pour lui donner envie de s'investir dans cette filière? Ça a l'air d'être un beau métier, diversifié, technique, complexe, mais enrichissant. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui nous écoutent et qui seraient éventuellement tentés par l'aventure de l'apiculture?
Aujourd'hui, je pense qu'on peut que les encourager à venir dans notre filière, hein, parce que comme on vous disait, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est juste le volume de production. On peut qu'encourager les jeunes à venir produire avec nous. Aujourd'hui, il y a des structures techniques en plus qui sont là pour les appuyer. Vous avez des structures aussi pour les produits tels que le SYMPA, qui est le syndicat des miels de Provence. Donc vous avez un certain nombre de structures qui sont là pour appuyer les gens qui s'installent. On le sait que, comme on vous le disait jusqu'à présent, que le miel est un produit qui n'est pas assez produit en France. Qui aussi, d'un point de vue installation, on a des structures qui sont un peu moins coûteuses que des installations en vaches laitières ou ce genre de choses. Donc ça demande aussi moins de foncier que toutes ces structures-là. Donc on ne peut qu'encourager les jeunes aujourd'hui à venir dans notre métier, appuyés fortement par la formation et par les structures techniques qui les encadrent, quoi. Eh bien écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Oui, je vais dire simplement voilà, que c'est un métier qui reste de toute façon très difficile. Donc bien sûr, il faut encourager les jeunes à faire de l'apiculture. En même temps, il faut aussi quand même qu'ils voient très clairement que c'est un métier qui va nécessiter qu'ils s'engagent. C'est pas un métier facile du tout. Alors moi, ce que j'ai à leur dire surtout, c'est aimer ce que vous faites. Si vous êtes vraiment passionné, si vous vous accrochez, c'est sûr, vous arriverez à un résultat et vous pourrez vous en sortir. Mais en même temps, comme c'est un métier très difficile, ça veut dire qu'il faudra vraiment passionnez-vous, aimez la nature qui va vous entourer, aimez les abeilles, aimez le travail que vous allez faire, qui sera technique, compliqué, avec certainement des aléas. Il faudra que vous aimiez ce que vous fassiez et là vous aurez un résultat. Sur les 5 dernières années au CFPPA de Hyères, il y a à peu près 90 personnes qui ont été formées. Il y en a plus de 40 qui sont sur le parcours d'installation. Nos chiffres démontrent au CFPPA de Hyères que 95% des personnes qui sont venues en formation obtiennent un diplôme. Au bout de 5 ans, il y a 85% de ces jeunes ou moins jeunes qui sont installés. Et 10 ans après, il reste 75% de l'exploitation qui sont pérennes. D'accord. Bah, écoutez, en cette période de crise où les statistiques de l'emploi sont moroses, on voit que là, il y a des vrais potentiels pour les gens, en tout cas, qui aiment et qui sont prêts à s'engager. Un grand merci à vous. Je vous rends à cette fête du miel dans laquelle il y a du monde, malgré le temps. Donc ça démontre là aussi l'engouement que les gens peuvent avoir à l'égard du miel. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à vous. Merci. Merci. Au revoir.